Bonjour à tous, nous voici réunis dans le cadre de ce tutoriel d'accompagnement à la prise en main de l'application Optimal V2. Cet outil d'optimisation des rations pour vaches laitières, qui associe économie et autonomie dans la conception des régimes, a été développé par l'Institut de l'élevage et l'Association française de zootechnie dans le cadre du projet national Cap Protéines. L'ensemble des vidéos de ce tutoriel permettront d'aborder les points suivants. Dans un premier temps, nous parlerons des principes de l'optimisation des régimes, puis nous étudierons de façon ludique un exemple simple d'optimisation d'un mélange pour ensuite en analyser la sensibilité lorsque les différents paramètres du modèle varient, que ce soit le prix des ingrédients, le niveau des contraintes mises en œuvre ou la valeur des aliments disponibles pour la formulation. Et enfin, nous terminerons par quelques rappels sur les nouveautés du système INRA 2018 sur lequel Optimal V2 est basé et verrons comment ces nouveaux concepts sont intégrés dans un outil de calcul itératif prenant en compte les lois de réponse des animaux. Mais commençons tout de suite cette première vidéo sur les principes de l'optimisation des régimes avec Optimal V2. Dans cette première vidéo, nous étudierons les principes de l'optimisation économique des régimes, puis nous décrirons le moyen de prendre en compte l'autonomie des rations pour voir ensuite comment ces deux aspects peuvent être combinés au sein d'une fonction multi-objectif. Premier point donc, l'optimisation économique des régimes. La formulation des régimes à moindre coût s'inscrit dans le domaine de la recherche opérationnelle, qui regroupe un vaste ensemble d'outils d'aide à la décision permettant la résolution de problèmes divers. Il peut s'agir de gestion de stock ou d'approvisionnement, d'affectation de ressources, de logistique ou de transport, de décisions séquentielles, de gestion de personnel, pour n'en citer que quelques-uns. Ces outils mettent en œuvre des méthodes mathématiques, comme la théorie des graphes, la théorie des jeux, la théorie des files d'attente, et notamment la programmation linéaire, qui est très largement utilisée dans les problèmes de formulation des régimes. On parle donc d'outils d'aide à la décision, puisque pour chaque problème posé, ces outils permettent d'obtenir une solution unique, optimisée. Mais commençons par quelques repères historiques. La programmation linéaire apparaît à la fin du XVIIIe siècle avec Gaspard Monge, qui proposait déjà à cette époque une théorie mathématique permettant d'optimiser le transport de déblais pour réaliser plus loin divers remblais. Ensuite, il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale sous l'influence de l'américain Hitchcock et du russe Kantarovich pour que la programmation linéaire soit utilisée, mais à des fins militaires, pour le transport de personnel ou de matériel. C'est juste à la fin de la guerre, avec George Stigler, que la programmation linéaire est appliquée aux États-Unis pour l'optimisation des régimes pour animaux et que George Dantzig développe la méthode du simplex qui restera la référence pour les calculs d'optimisation par programmation linéaire. Ensuite, autour des années 65-70, Jean-Claude Tirel de l'INRA, avec toute son équipe d'économie rurale à Grignon, a appliqué la programmation linéaire à l'analyse économique des exploitations et à l'optimisation des systèmes de production agricole. Puis il a fallu attendre 20 ans avec le mathématicien indien Karmarkar pour voir se développer d'autres méthodes mathématiques, comme la méthode du gradient projeté, utilisée dans certains problèmes d'optimisation, même si la méthode du simplex garde une place de choix dans la résolution des problèmes de formulation. En fait, la programmation linéaire n'a pu réellement voir son essor que grâce au développement des moyens de calcul automatisés, avec notamment ENIAC, le premier ordinateur entièrement électronique mis en service en 1946. Et c'est après la guerre que la programmation linéaire a été adoptée par les fabricants d'aliments du bétail dans leurs outils de formulation. Dans les décennies qui ont suivi, assez peu d'évolutions ont été enregistrées, si ce n'est la miniaturisation et la rapidité des outils de calcul, ainsi que la diversité des fonctionnalités associées à la préparation et à la mise en place des paramètres du problème, puis à l'analyse et à l'interprétation des solutions de l'optimisation. Après ce bref historique, décrivons maintenant les principes de l'optimisation économique des régimes. La conception d'un mélange de matières premières passe d'abord par la connaissance des valeurs nutritionnelles ou alimentaires de ces ingrédients, qu'on appellera ici petit a. Le mélange de ces matières premières devra satisfaire une série de spécifications nutritionnelles correspondant aux besoins petit b des animaux, ces contraintes nutritionnelles dépendant bien sûr du type d'animal et des niveaux de performance attendus. Il est alors possible, pour satisfaire chacune de ces contraintes nutritionnelles, ici par exemple les contraintes liées aux apports d'énergie, de constituants azotés ou de minéraux, quels qu'ils soient, d'écrire un jeu d'inéquations prenant en compte la valeur de chaque matière première, A1, A2, A3 par exemple pour les aliments 1, 2, 3,
Ce sont les valeurs AIJ pour l'aliment J et la contrainte petit i, la proportion ou la quantité XJ de chaque ingrédient, petit j, intégré dans ce mélange, et les niveaux de besoin, BI, demandés pour chaque contrainte, petit i. Ainsi, pour chaque inéquation, qui sont en fait des combinaisons linéaires des variables XJ, les apports A1x1 plus A2x2 plus A3x3 devront satisfaire les spécifications imposées dans le second membre. On remarque ici qu'il s'agit de satisfaire des contraintes de minimum, vu le signe des inéquations, mais il est également possible de tenir compte de contraintes de maximum pour des éléments nutritionnels pour lesquels il ne faut pas dépasser un certain seuil. Mais au-delà de la prise en compte des contraintes nutritionnelles, il est également nécessaire d'intégrer le fait que les matières premières puissent ne pas forcément rentrer dans le mélange de façon totalement libérale. C'est ainsi qu'il faudra tenir compte de limites d'incorporation des ingrédients dans le mélange. On parlera ici de contraintes alimentaires. Ces contraintes sur les matières premières, contraintes de minimum à imposer ou de maximum à ne pas dépasser, peuvent résulter de plusieurs raisons. Par exemple, des problèmes de fiabilité des ingrédients. Il est évident que si une matière première présente une très grande variabilité de composition, donc de valeur nutritionnelle, il est prudent de ne pas l'introduire en proportion élevée, au risque de dégrader la qualité du mélange final sur ce critère. Des matières premières très variables ne seront donc introduites qu'avec prudence à hauteur de 5 ou 10% maximum. Cela peut relever de problèmes de stock. En effet, il est peut-être intéressant de forcer l'utilisation d'une matière première et d'en imposer un minimum dans une formule afin de libérer une cellule de stockage et favoriser l'approvisionnement d'un autre ingrédient intéressant économiquement. Certaines réglementations peuvent imposer également des limites d'incorporation à certaines matières premières, comme dans le cas de certains cahiers des charges de production fromagère qui excluent les ensilages, ou les contraintes de l'agriculture biologique qui interdit les acides aminés de synthèse, ou encore la législation qui interdit en Europe l'utilisation de certaines farines animales pour certaines productions. Il peut s'agir aussi de contraintes commerciales, pour chercher à s'aligner sur la concurrence ou satisfaire certaines exigences de clients. Les aspects technologiques de fabrication ou de distribution des mélanges peuvent nécessiter des contraintes sur les matières premières aussi. Certaines matières premières, comme la mélasse de betterave ou la mélasse de canne, sont incorporées à un minimum de 2 ou 3% d'un aliment composé pour jouer le rôle de liant, facilitant les étapes de granulation et permettant ainsi d'améliorer la cohésion des particules au sein des granulés. À l'inverse, certaines matières premières méritent d'être limitées par un niveau maximum dans les mélanges. Par exemple, les huiles risquent de dégrader la tenue du granulé si elles sont incorporées à plus de 4 ou 5% maximum de la formule avant l'étape de granulation. Certaines contraintes peuvent être liées à des mesures de sécurité sanitaire, comme la limitation des issues de meunerie dans certaines formules, afin de restreindre le risque mycotoxine dans les mélanges pour jeunes animaux, par exemple. Et pour terminer, les aspects de qualité des produits peuvent également nécessiter de prendre en compte des limites d'incorporation sur certaines matières premières. Ainsi, par exemple, des contraintes de coloration de produits animaux, comme les œufs ou la viande, peuvent imposer l'utilisation d'un minimum de produits issus du maïs riche en pigments. Ou encore, la qualité visuelle ou technologique des viandes peut contraindre l'utilisation de certaines huiles végétales riches en acides gras polyinsaturés. Enfin, l'accroissement de la qualité diététique des produits animaux par un enrichissement en acides gras de type oméga 3 peut conduire à imposer l'utilisation d'un minimum de graines de lin. Ainsi, en plus des inéquations prenant en compte la satisfaction des contraintes nutritionnelles, il est nécessaire de tenir compte des inéquations correspondant aux limites d'incorporation mini ou maxi appliquées à chaque ingrédient dans le mélange. Par ailleurs, on doit également prendre en compte des contraintes de réalisme dans le cas de la recherche des proportions d'ingrédients sur la base d'une composition centésimale ou décimale. Dans ce cas, il faudra intégrer une contrainte de poids imposant que la somme des XJ soit impérativement égale à 100 sur la base d'une composition centésimale ou égale à 1 quand les XJ sont exprimés en décimales. Il faut savoir que la résolution de l'ensemble des inéquations, tenant compte à la fois des contraintes nutritionnelles, des contraintes sur matières premières et des contraintes de réalisme, aboutit, je vous demande de me croire sur parole, à une infinité de solutions. La démonstration de ce constat sera faite lors de l'étude d'un exemple simple dans la prochaine vidéo. Et c'est là que la programmation linéaire va permettre de départager cette infinité de solutions qui satisfont toutes les contraintes techniques et de réalisme, en mettant en œuvre un processus d'optimisation économique prenant en compte le prix de chaque ingrédient.
On va donc calculer ce que l'on appelle une fonction objectif, Z, ici le coût du mélange, qui est la somme des produits des quantités d'ingrédients par leur coût unitaire que l'on cherchera à minimiser. Et cette optimisation économique, par recherche du minimum de la fonction objectif, aboutira à une et une seule solution optimale, qui aura le prix le plus bas parmi l'infinité des solutions techniquement possibles. C'est le principe de la formulation à moindre coût. Cette solution optimale décrira les proportions, ou quantités, de chaque ingrédient dans le mélange. Donc si l'on résume, il est possible de décrire un problème de formulation par plusieurs paramètres initiaux. Les valeurs individuelles A et J de chaque ingrédient J pour chaque critère nutritionnel petit i mis en œuvre. Le niveau de besoin BI que l'on cherchera à couvrir pour chaque critère petit i. Le prix des ingrédients CJ dans la conjoncture économique étudiée. La programmation linéaire appliquée à ce jeu de paramètres initiaux, A et J, BI et CJ, conduira à une solution optimale, les valeurs XJ des ingrédients incorporés dans le mélange. Il est donc possible, en respectant le jeu des couleurs, de décrire aussi un modèle de formulation sous une forme matricielle, avec, pour toutes les contraintes nutritionnelles et alimentaires, la matrice des coefficients techniques, c'est-à-dire les valeurs A et J d'une part, et le vecteur des contraintes BI d'autre part. Et enfin, le vecteur de conjoncture économique avec le prix des ingrédients CJ. Ces paramètres conduisant au vecteur des taux d'incorporation XJ des différents ingrédients dans la solution optimale. Ainsi, la formulation d'un mélange à moindre coût, c'est tout simplement rechercher les quantités ou proportions XJ de chaque ingrédient dans le mélange qui permettent de satisfaire toutes les contraintes, somme sur J des AIJ XJ supérieures ou inférieures aux valeurs BI minimum ou maximum, et qui tiennent compte des limites d'incorporation des ingrédients XJ inférieurs au maximum toléré ou supérieurs au minimum imposé, et de la contrainte de poids, somme sur J des XJ égale à 100 ou égale à 1, si les XJ sont exprimés en termes de proportion, en mettant en œuvre une fonction d'optimisation, la recherche du minimum de la fonction objectif, ici le prix du mélange, somme sur J des CJ XJ. Dans le cas de la formulation d'un mélange sur la base des proportions des ingrédients exprimés en pourcentage, les inéquations tiennent compte de la teneur de chaque ingrédient en énergie, en lysine ou en calcium par exemple, et si les XJ sont exprimés en pourcentage du mélange, alors les besoins correspondant au second membre des inéquations seront décrits comme des concentrations en énergie, lysine ou calcium dans le mélange. Il faudra alors impérativement tenir compte de la contrainte de poids, somme sur J des XJ égale à 100. Alors la fonction économique correspondra au coût unitaire du mélange. En revanche, dans le cas de la formulation d'un régime pour ruminants par exemple, exprimé sur l'ingéré, la structure des inéquations reste la même avec les concentrations en UF, PDI et calcium par exemple des aliments, mais dans ce cas, si les XJ sont des quantités ingérées en kilos de matière sèche par jour par exemple, alors les besoins représenteront les quantités journalières apportées en énergie, en éléments azotés ou en minéraux. Mais dans ce cas, la contrainte de poids n'a plus aucun sens. Il n'y a aucune raison d'imposer qu'une vache laitière ingère impérativement 100 kg de matière sèche par jour. Les niveaux d'ingestion seront alors calculés par le système des unités d'encombrement, l'encombrement global de la ration ne devant pas dépasser la capacité d'ingestion de l'animal. Et la fonction économique à minimiser représentera alors le coût de la ration journalière. Après avoir décrit les principes de l'optimisation économique des régimes, nous aborderons maintenant plus rapidement la notion d'autonomie protéique des rations. Rechercher des rations autonomes, c'est en fait chercher à minimiser la dépendance protéique des régimes, et il faut donc déterminer la dépendance protéique des aliments. Dans Optimal V2, la dépendance protéique d'un aliment est calculée selon sa teneur en matière azotée totale, pondérée d'un coefficient qui dépendra de l'origine de l'aliment, ou en fait de son périmètre d'approvisionnement autour de l'exploitation, c'est-à-dire si l'aliment est disponible sur l'exploitation ou à portée de tracteur, si l'aliment a une origine régionale ou nationale, ou s'il est importé en provenance d'un autre pays. Ce principe est appliqué également dans Devotop, l'outil développé par Ridel pour calculer l'autonomie des rations. Et le coefficient de pondération sera d'autant plus important que le périmètre d'approvisionnement est large. Des valeurs arbitraires de 1, 10 et 100 ont été choisies pour les trois origines, respectivement exploitation, région-pays et importation, correspondant à un acheminement des ingrédients par tracteur, par camion ou train et par bateau. Cette échelle pourrait représenter tout simplement un rayon d'approvisionnement, par exemple, de 50, 500 ou 5000 km.
Donc la dépendance protéique des aliments sera d'autant plus forte que leur teneur en protéines est élevée et que ces protéines viennent de loin. À partir de là, il est possible de calculer la dépendance protéique globale de la ration, comme étant la somme des dépendances individuelles de chaque aliment, pondérées par leur quantité dans le régime. Mais comme cette notion de dépendance protéique est un peu arbitraire en raison des valeurs choisies pour les coefficients liés aux différentes origines, un autre critère va nous permettre de comparer l'autonomie des rations. C'est le facteur de dépendance globale, c'est-à-dire le ratio entre la dépendance protéique globale de la ration et la quantité de matière azotée apportée par cette ration. Ainsi, plus les protéines apportées dans la ration ont une origine éloignée, plus ce facteur de dépendance globale sera élevé. Un facteur de dépendance globale de 1 signifie tout simplement que toutes les protéines apportées dans la ration proviennent exclusivement de l'exploitation. Si une ration présente un facteur de dépendance globale de 40, cela veut dire qu'elle est 40 fois moins autonome qu'une ration dont les protéines seraient en totalité issues de l'exploitation. Maintenant, nous allons aborder la notion d'optimisation multi-objectif. Alors, comment peut se faire l'optimisation des rations sous Optimal V2? Quelles sont les options possibles? En effet, nous disposons maintenant pour tous les aliments de leur prix, mais aussi de leur valeur de dépendance protéique, qui permettent de calculer le coût et la dépendance protéique de la ration. Or, dans un outil de formulation, n'importe quel critère peut être utilisé, soit comme une contrainte, avec éventuellement des limites mini ou maxi libres, soit comme une fonction d'optimisation à minimiser ou à maximiser. Il est alors possible de rechercher la ration la plus économe en utilisant comme fonction objectif à minimiser le critère coût de la ration. C'est ce qui est classiquement fait en formulation à moindre coût. Et dans ce cas, il est toujours possible de calculer en parallèle la dépendance protéique de la ration et s'apercevoir que cette ration la plus économe dans ce contexte technico-économique n'est pas forcément très autonome sur le plan protéique. À l'inverse, nous pourrions souhaiter optimiser la ration sur le plan de son autonomie protéique. Dans ce cas, la fonction objectif à minimiser sera la valeur de dépendance protéique. Mais le coût de cette ration autonome peut apparaître éventuellement assez élevé. Mais alors, comment peut-on obtenir une ration qui puisse être à la fois la plus économe en même temps que la plus autonome? C'est là qu'intervient la possibilité de créer une fonction multi-objectif qui combine à la fois de l'économie et de l'autonomie, c'est-à-dire une fonction que l'on cherchera à minimiser à la fois sur la base du coût de la ration et en même temps sur la base de sa dépendance protéique. Pour cela, on attribue à chaque aliment une valeur qui reflètera un mélange des fonctions économie et autonomie, c'est-à-dire qui sera une combinaison de leur prix et de leur dépendance protéique. Ainsi, pour optimiser sur le coût de la ration, il suffira d'affecter au prix un coefficient de 1 et à la dépendance protéique un coefficient de 0. La valeur utilisée dans le processus d'optimisation sera donc son prix. Inversement, si l'on cherche la ration la plus autonome, il suffira d'attribuer un coefficient nul au prix de l'aliment et un coefficient de 1 à sa dépendance protéique. La fonction de minimisation portera donc sur la dépendance protéique de la ration. Enfin, si l'on souhaite obtenir la ration la plus économe en même temps que la plus autonome, il suffira de mettre une pondération égale sur ces deux critères, prix et dépendance protéique. Il est clair que dans cette situation, la signification de cette valeur mixte est moins simple à appréhender. Et dans tous les cas de figure, la valeur de la ration qui subira le processus de minimisation, qu'il soit prix, dépendance protéique ou une fonction mixte des deux, sera la combinaison linéaire de cette valeur des ingrédients pondérés par leur niveau d'incorporation dans la ration. Ainsi, dans Optimal V2, il est possible de choisir l'option d'optimisation, soit 100% économie sur le coût de la ration, soit 100% autonomie sur la dépendance protéique de la ration, soit 50% économie, 50% autonomie sur un mixte des deux critères. Et pour terminer, quelques take-home messages. Ainsi, la formulation des régimes à moindre coût correspond au choix de divers ingrédients selon leur valeur alimentaire AIJ, les niveaux de besoins des animaux BI et la conjoncture économique CJ. Elle passe par la satisfaction de contraintes à la fois nutritionnelles, alimentaires et de réalisme qui conduit au choix d'une solution optimale unique sur la base d'une fonction objectif. Dans le contexte actuel de recherche de souveraineté alimentaire pour les exploitations, les territoires ou le pays, le critère d'autonomie protéique des rations est de plus en plus prégnant. Cela passe par la détermination d'une dépendance protéique des ingrédients, directement proportionnelle à leur teneur en protéines et qui est fonction de leur origine, tenant compte d'un périmètre d'approvisionnement plus ou moins important.
Enfin, l'optimisation multi-objectif, basée sur une fonction simple ou combinée du prix et de la dépendance protéique, permet d'obtenir des rations à la fois économes et autonomes. Après cette présentation des principes de l'optimisation des régimes, nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine vidéo où nous étudierons de façon ludique un exemple simple d'optimisation de mélange. Merci pour votre attention et à très bientôt.